Bienvenue dans la colle. Vous êtes curieux ? Vous avez soif de comprendre le monde qui vous entoure ? Alors, vous êtes au bon endroit. Si comme moi, vous pensez qu'on n'a jamais fini d'apprendre, la colle est faite pour vous. Sans se prendre au sérieux, je vous propose à chaque épisode de partir ensemble à la découverte de nouveaux horizons, d'idées et de profils inspirants. Je suis Pierre Barrault, j'ai créé, édité, produit ce podcast. Je suis également directeur général du campus Orléans de l'ISC Paris, école de management, membre de la conférence des grandes écoles. Mon mantra ? Vis comme si tu devais mourir demain, apprends comme si tu devais vivre toujours. Je suis preneur de tous vos commentaires, suggestions, remarques. Ils sont tous les bienvenus. Pour me contacter, pierre@lacolle.fr. Et si vous aimez la colle, partagez-la avec tous vos amis. Diffusons le savoir. Allez, c'est parti. Bonne écoute. Chers amis, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la colle. Aujourd'hui, on va parler entrepreneuriat, on va parler parcours de vie avec mon gars Jérôme. Bonjour Jérôme. Bonjour Pierre. Alors Jérôme Girardot, et je vais, alors ça va peut-être être un peu long comme intro, mais c'est un point intéressant. C'est un gars que j'ai appelé parce que j'avais besoin de son expertise pour accompagner des étudiants et notamment leur faire découvrir les notions d'ikigai. Et il est venu et il l'a fait gentiment, sans rien demander en échange. Et pour moi, c'est l'exemple même de ce qu'on peut appeler la sérendipité, ou en fait le fait de créer sa chance. Pourquoi ? Parce que là, Jérôme, il sort Jérôme Girardot. Voilà, comme ça c'est dit. Mais de toute façon, il y aura tout le détail. Tu sors un projet qui est en crowdfunding aujourd'hui, qui a l'air de bien marcher, mais tu nous en diras plus. Et je me suis dit, à un moment, le renvoi d'ascenseur, je peux le faire. Vas-y, fais-le. Et donc ça s'est fait en deux, trois phrases échangées sur LinkedIn en disant tiens, viens, on fait un épisode de la colle. Puis en plus de ça, au-delà d'accompagner cette belle aventure, je pense que t'as un profil super intéressant avec un parcours original ou atypique en tout cas, et donc voilà tout l'intérêt de faire ce podcast aujourd'hui. Jérôme, en quelques mots, est-ce que tu veux bien te présenter et puis nous dire justement nous dévoiler ce fameux projet sur lequel tu es là en ce moment? Alors, me présenter, Jérôme Girardot, comme tu l'as dit, je suis un ancien de l'ISC. Ouais. J'ai fait un master il y a, on va dire, quelques années à l'ISC. Et depuis ça, j'ai fait pas mal de choses. J'ai eu d'abord une première vie, on va dire, assez classique dans les parcours des gens qui ont à peu près mon âge, qui ont une quarantaine d'années. Je suis rentré en cabinet, j'ai fait une dizaine d'années où j'ai fait de l'audit, j'ai fait du conseil. Ouais, un truc super sérieux donc alors. Un truc super sérieux dans lequel je me suis plutôt éclaté. Et le jour où je me suis plus éclaté, justement, je me suis posé la question de savoir ce que j'avais envie de faire. Et c'est arrivé vers 35 ans à peu près. Ouais. Et je voulais pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et je me suis posé la question de pourquoi pendant 15 ans quasiment je m'étais éclaté dans ce que j'ai fait. Et ce qui m'a toujours éclaté dans ce que j'ai fait, c'était la relation avec les gens. J'avais rencontré beaucoup de gens, que ce soit des consultants, des clients, des prestataires avec qui j'avais travaillé, et je m'étais toujours régalé dans la dimension humaine de travailler ensemble et d'essayer de tirer le meilleur les uns des autres. Ok. Et je me suis dirigé, on va dire, assez naturellement vers les métiers de la relation d'aide, puisque je me suis formé au coaching
Tu parlais d'ikigai tout à l'heure, Pierre, et j'ai découvert en fait dans mes lectures ce concept ikigai, qui est un concept japonais qui parle du fait qu'on peut tous trouver quelque chose qui, à la fois, pour lequel on est doué, qui nous donne envie de nous lever le matin, qui nous aide à gagner de l'argent, qu'on considère utile et qu'on fait bien. Et j'ai cherché ce que ça pouvait être, cette chose pour moi, cette raison de se lever le matin. Et je me suis rendu compte que d'aider les autres à être, on va dire, une meilleure version d'eux-mêmes, à se dépasser, à prendre du recul, et leur offrir parfois simplement une bulle dans laquelle ils avaient la possibilité de s'exprimer, c'était quelque chose que je faisais bien. Tu as fait ce vrai travail d'introspection pour essayer de comprendre quels étaient tes moteurs et l'équilibre, ton équilibre, on va dire. L'équilibre que j'avais besoin de trouver dans ce que j'allais faire. Et donc je me suis formé pendant, on va dire, un an et demi au coaching. Je me suis installé. Et c'est là qu'a commencé, on va dire, une deuxième vie pendant laquelle je me suis éclaté aussi en termes professionnels, où ça a été un peu plus dur parce que il y a beaucoup d'entrepreneurs qui savent ce que c'est quand tu te lances. C'est de lancer un business où t'as pas de clients, où t'as pas de notoriété, où personne t'attend en plus, et où du jour au lendemain tu reçois plus ta fiche de paye et t'as besoin de tout développer toi-même. Donc je me suis éclaté, et là, ça a pas toujours été évident. C'est bien, c'est trop court même. Ouais, c'est bien, c'est trop court. tu vas vite au bout. Et mais par contre, je faisais quelque chose qui m'éclatait. Et j'ai eu la chance pendant que j'avais cette activité de coaching, de rencontrer une jeune femme qui avait une agence à l'époque de marketing d'influence. D'accord. Et qui se trouve être devenue mon associée par la suite. On a pas mal travaillé ensemble quand j'étais coach. Elle a été ma cliente. Et un jour, elle m'a proposé qu'on s'associe. J'avais fait un espèce de séminaire de recadrage de son activité avec elle. Et à l'issue de ce séminaire, elle a décidé de réorienter son agence. Et elle m'a dit, je cherche quelqu'un. Ça passait bien, on s'entendait bien, on partageait pas mal de valeurs aussi sur plein de choses. Et du coup, on s'est associés. Donc ça a été, on va dire, ma troisième vie. Qui a été de... C'est déontologique ça pour un coach s'associer avec une coachée? On est resté dans le domaine professionnel, donc ça reste déontologique. Mais effectivement, voilà, il se trouve qu'à un moment donné, j'ai aussi un peu quitté le coaching parce que j'avais des clients qui tournaient bien. C'était plutôt des clients sur de la récurrence, donc j'avais plus une grosse activité commerciale. Voilà. Et puis je me suis lancé là-dedans. En fait, pour deux raisons. Un, c'est parce que ça m'éclatait de monter quelque chose de nouveau et de différent. Et deux, parce que j'avais envie de le faire avec cette personne-là. Donc, c'était le bon projet au bon moment. Et pendant 2 ans et demi, 3 ans, on a développé cette agence. Les marketing d'influence, on y reviendra, hein, mais c'est super intéressant comme sujet. Alors, c'est très intéressant. C'est quelque chose que je connaissais pas du tout et que j'ai découvert avec elle. Et un jour, elle est arrivée avec une idée en me disant, c'était après le premier confinement, elle est arrivée en me disant, j'ai eu une idée. Je me suis rendu compte pendant le confinement qu'avec ma fille, impossible de lui faire manger des légumes, sauf quand elle les préparait. D'accord. Et je dis oui, bon, bah ok, sympa. Et elle me dit, j'ai eu une idée. Le mec super enthousiaste. Super enthousiaste quand elle te raconte ça, tu dis bon, ok, je vois pas l'idée derrière. Et elle me dit, et pourquoi on fait pas ça avec un kit ludo-éducatif sur plein de sujets? Et elle me dit, et pourquoi pas, par exemple, faire à des enfants, avec un kit ludo-éducatif conçu pour ça, leur propre gel douche. Avec cette idée de, c'est souvent la galère, en tout cas moi c'était un peu la galère au moment du bain avec mes gamins, et parce qu'ils voulaient pas le prendre, sauf que comme les légumes c'est le même principe, à partir du moment où ils auront fait leur gel douche tout seuls, ils voudront l'utiliser dans la douche. Il y a un incentive pour aller sous la douche, C'est un incentive pour aller sous la douche. On appelle ça du chantage en français, mais on va appeler ça incentive si tu veux. Donc ça c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est qu'il y avait une idée aussi éducative derrière dans la dimension leur apprendre à bien utiliser leurs produits et à savoir ce qu'il y avait dedans. En fait, quand on a commencé à regarder ce secteur-là, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de gel douche ou de formulation qui était adaptée aux enfants entre, on va dire, 6 et 12 ans à peu près. C'est une peau particulière, c'est plus des nourrissons, c'est pas encore des ados,
et il n'y a pas de produit qui soit adapté à ce type de peau. Et au-delà du fait qu'il n'y avait pas de produit, souvent quand les enfants mettent un gel douche ou il n'y a pas dans les supermarchés, tu trouves pas ça? Les petits dopes. T'as des choses qui sont grand public. Ouais. Mais quand tu vas sur du dope ou des choses comme ça, c'est des produits qui sont développés globalement pour des peaux classiques, sans spécificité pour les enfants 6-12 ans. Okay. Et quand on a regardé, on s'est aussi rendu compte que sur ces produits-là, souvent t'avais des formules qui étaient relativement longues, avec beaucoup de choses dedans. Ouais. Et on a voulu que ce gel douche, cette activité, ça soit aussi l'occasion de leur dire, regardez, peut-être que votre produit il mousse un peu moins que, comme tu disais, un DOP ou n'importe quel produit, mais c'est pas pour ça qu'il est moins efficace. Il mousse moins parce qu'on a mis moins de certains produits, comme des tensioactifs par exemple dedans, qui sont pas forcément bons pour la peau. On a vraiment eu une formulation qui était très très courte, très adaptée. Et à côté de ça, parce qu'on a essayé de le formuler avec aussi du bon sens, on s'est pas interdit de mettre, parce qu'il en faut à un moment donné, un conservateur, en se disant il vaut mieux un produit avec peu de conservateur, mais qui dure suffisamment longtemps, plutôt qu'un produit où les enfants vont être obligés de le consommer dans la semaine ou dans les 10 jours ou dans le mois qui vient. Donc on a essayé vraiment d'avoir cette dimension, on va dire, éducative sur voilà ce qu'on a mis dans vos produits. C'est un produit aujourd'hui qui est à 98% naturel et qui est complètement sourcé pour les ingrédients en France. Et à côté de ça, on a voulu aussi que ça soit pas rébarbatif pour eux, de leur expliquer leur gel douche, de leur expliquer comment se laver, de leur expliquer qu'il faut pas en mettre trop. Donc on a voulu quelque chose de ludique aussi, d'où l'activité Do It Yourself, où on leur envoie les ingrédients. Et ils ont toute cette activité de mélanger des poudres, de rajouter du liquide pour concevoir vraiment eux-mêmes ce gel douche. C'est ça qui est génial. Donc c'est à la fois, c'est à la fois une activité en famille. Ça prend 20 minutes, une demi-heure à faire. Pendant ces 20 minutes, une demi-heure, il y a de la manipulation. Il y a des fiches pédagogiques aussi pour les enfants. On a voulu que ça soit des fiches, par exemple, et pas quelque chose qu'on va chercher sur Internet. On s'est posé la question de se dire, est-ce qu'on n'a pas un petit QR code et puis les parents vont chercher sur Internet. Et on s'est dit, pendant 20 minutes, une demi-heure, il n'y a pas d'écran du coup. On déconnecte. Donc on a tout papier, on est autour de la table de la cuisine, c'est hyper simple à faire. Et puis c'est surtout convivial et c'est utile parce que pour raconter aussi un petit peu ma vie, moi j'ai 2 enfants. Et ces 2 enfants, on leur a fait faire du do it yourself. Alors ils font plein de trucs super sympas qui les occupent le mercredi. Et puis une fois de temps en temps, faut vider la chambre de tous ces trucs-là qui servent à rien. Et là, c'est un peu plus galère. Alors j'ai fait des châteaux, j'ai fait des expériences, j'ai fait des trucs avec des feuilles, j'ai fait plein de trucs. Mais ça finissait par s'entasser. Et l'idée, c'était d'avoir quelque chose qui soit ludique, éducatif et surtout qui soit utile. Voilà. Donc ce projet, c'est Do It Yourself, comme Do It Yourself, mais Doudou c'est le côté sympa pour les enfants et puis c'est un peu notre mascotte aussi. On a essayé de trouver une mascotte qui soit. Il y a un joli monstre jaune et bleu. Ouais, c'est un petit monstre à poil jaune et bleu, un peu flashy, qui est absolument unisexe et c'est aussi quelque chose qu'on a voulu, c'est que ça soit pas un produit pour les enfants ou un produit pour les petites filles ou pour les petits garçons, c'est un produit pour des enfants, tout simplement. Il n'y a pas ce côté garçon-fille à travers les couleurs, parce que pour nous aussi c'était important de pas avoir une clientèle qui soit plutôt des garçons ou plutôt des filles. Comme ça tu te coupes pas d'une partie du marché, tout simplement. Aussi tu te coupes pas d'une partie du marché. Et puis voilà, c'est parce que aujourd'hui c'était j'ai une associée femme et du coup ça a parfois été compliqué pour elle d'être une associée sur une activité et d'être une femme en même temps. C'est très marrant parce que souvent quand on pitch le projet, quand les gens ont besoin d'infos sur les chiffres, ils viennent me poser des questions à moi. Et quand ils veulent en savoir un peu plus sur le gel douche et puis le côté do it yourself, ils vont voir Déborah, mon associée, parce que c'est normal. Les stéréotypes ont la vie dure. Ouais. Moi, je suis le mec, donc je m'occupe des sous, et puis elle s'occupe du truc do it yourself parce que c'est sympa. Donc voilà, il y avait aussi cette idée de dire, c'est pas une activité pour les petites filles ou pour les garçons, c'est une activité pour les enfants. Alors. Donc elle te pitch l'idée, vous commencez à réfléchir. À partir de quel moment vous dites ok, c'est peut-être qu'on peut y aller. Ça se passe comment l'histoire? Alors pour prendre la décision de commencer à travailler dessus, il nous a fallu, je veux dire,
à peu près 1 mois et demi. Ouais. 1 mois et demi, ça a été le temps de regarder déjà s'il y avait un marché, si on était capable aussi de délivrer ce qu'on avait envie de délivrer, si on avait le bon réseau, parce que moi je suis pas issu du tout du monde des cosmétiques. Elle, c'est un milieu qu'elle connaissait très bien parce que le marketing d'influence marche beaucoup sur ce type de produit et sur ce secteur. D'accord. Par contre, j'étais pas formulateur, elle non plus. On avait quelques notions de comment on lance un projet tous les deux parce qu'on n'en était pas à notre premier lancement. Mais voilà, on s'est dit, est-ce que c'est faisable aujourd'hui? De quoi on a besoin? De combien on a besoin? Ah oui. Et comme le projet était vraiment, vraiment super cool et qu'on a eu envie de le faire, eh ben, on a dit go et on a commencé à se concentrer quasiment exclusivement à ça. Voilà. D'accord. Donc oui, il nous a fallu à peu près 1 mois et demi, 2 mois pour se dire ok, on lance officiellement le projet pour aller chercher des prestataires, formulateurs, labos, et puis pour faire quelque chose aussi qu'on a trouvé super important, c'est d'avoir une démarche d'entrepreneur où on a passé le projet au fur et à mesure au tamis de plein de questions. Ouais. On a la chance d'avoir eu un advisor à ce moment-là qui nous a fait rentrer dans une méthode qu'il avait apprise ou qu'il avait intégrée au MIT, qui est une méthode en fait pour scanner les projets et qui part d'un point essentiel pour nous, c'était s'assurer qu'il y a un vrai market fit et s'assurer que le projet, on n'est pas en train de le concevoir juste parce que ça nous fait plaisir, juste parce qu'il nous éclate, mais qu'en face, il y a des gens qui peuvent être intéressés et 2, il y a des gens qui sont capables de mettre un budget suffisant pour que le projet soit rentable. Donc on a interviewé, ça paraît pas beaucoup, mais on a interviewé une 20aine de personnes, des papas, des mamans, de toutes CSP. Ça a été compliqué parce que nous on est 2 Parisiens. Moi en dehors du périph, il n'y a pas grand chose. La vie n'existe pas. La vie n'existe pas. Et elle en dehors du 7e, si tu veux. Oh, c'est pire. Le reste de Paris n'existe pas. Donc on s'est dit, si on a envie de faire un projet qui soit vraiment un projet qui s'adresse au plus grand nombre, il faut vraiment qu'on aille chercher des gens qui sont absolument pas nous, pour pas que le projet, ça soit un projet conçu par nous, pour nous, ou que pour des gens comme nous. Et donc, on a rencontré une 20aine de personnes avec qui on a eu des entretiens exploratoires très ouverts, où on a d'abord cherché à comprendre leur façon d'occuper leurs enfants, leurs problématiques par rapport à l'hygiène corporelle, par rapport au côté éducatif à la maison, etc. Et ça nous a aussi permis d'ajuster un petit peu le projet pour en faire quelque chose qui soit vraiment quelque chose qui puisse rencontrer son public. Voilà. Typiquement, un ajustement, t'en as un qui te vient en mémoire, parce que je trouve cette méthode-là itérative, on va dire, qui à chaque moment check finalement, ou vérifie qu'il y a cette cohérence entre un marché et son produit, entre une idée et ses futurs clients. On voit pas mal ça dans le process, notamment Lean Startup. Tu sais, où il y a ce questionnement permanent, ces itérations, etc., etc. Et justement, un truc que vous avez changé qui était pas là ou qui était pas là initialement. Alors, un des trucs qu'on a modifié, par exemple, c'est la durée de l'activité. D'accord. On était parti sur quelque chose qui serait éventuellement un tout petit peu plus long. Et dans les entretiens avec les parents, on s'est rendu compte que pour la plupart, leurs gamins, au bout d'une demi-heure, quand c'était une activité manuelle comme ça, 20-30 minutes, c'était le max qu'ils étaient capables de supporter. Au-delà, ça devient une tannée. Donc les enfants ont plus envie. Les parents sont obligés de les forcer entre guillemets, et tu tues complètement ce côté sympa de moment en famille que tu vas passer. Et puis c'est le parent qui finit l'activité tout seul. C'est le parent qui finit l'activité tout seul, et ton gamin il veut pas le faire le mois d'après. Donc ça, effectivement, par exemple, on a raccourci l'activité. On s'est posé aussi la question, grâce aux parents, de la complexité de l'activité qu'il fallait mettre en place. Est-ce qu'il faut 2 poudres et un peu d'eau à mélanger? Est-ce qu'il faut plus d'ingrédients à mélanger pour aussi avoir quelque chose qui soit à la fois ludique, que les enfants ont envie de faire, et puis pas trop complexe non plus,
parce que le nombre de fois que j'ai essayé, par exemple, de faire du slime avec mes gamins, et que je me suis retrouvé avec un truc qui était soit trop liquide, soit trop dur, et qui en fait était tout sauf du slime. Voilà, il y a eu ce côté. Alors pour les plus vieux, que ça soit facile. Le slime, c'est un truc un peu gluant qui colle, qui peut faire aussi pâte à paix. Enfin voilà, c'est dégueu. C'est dégueu, mais ça fait marrer les mômes et on en retrouve partout, dans les cheveux, sur le canapé. C'est dégueulasse. C'est dégueu et en plus quand tu sais pas bien le faire, c'est dégueu et ça sert vraiment à rien. Ouais, voilà. Et donc ok, vous faites ce go to market. En ce moment, je suis pas mal sur les trucs d'effectuation, etc. Et justement, comment vous êtes, comment vous avez défini ce que j'appellerais votre perte acceptable, c'est-à-dire ok, on va y investir. Enfin, tu vois, arriver à définir ce périmètre-là. Ouais, jusqu'où tu peux aller trop loin, en fait. Exactement, ouais. Alors, jusqu'où tu peux aller trop loin, c'est à partir de quel moment tu te mets en danger dans le mode de vie que tu as aujourd'hui. Ouais. C'est la même question, en fait, que celle que je m'étais posée moi quand je m'étais installé comme coach. C'est aujourd'hui, j'ai quoi comme ressources et avec ces ressources-là, qu'est-ce que j'accepte d'investir et de perdre dans un projet? Ouais. Et de quoi j'ai besoin à long terme pour continuer à avoir une vie que j'estime, une vie que j'ai envie d'avoir avec mes enfants, de partir en vacances, de niveau de vie, de plein de choses. Et à partir de là, en permanence, tu vas te dire, ok, voilà ce que je suis capable de mettre dans le projet, et voilà par contre jusqu'où je n'irai pas, parce que à partir de ce moment-là, je me mets en danger. Et c'est valable à la fois pour la dimension financière, mais c'est aussi valable en termes de temps et d'énergie. C'est-à-dire que quand tu montes un projet, ça fait partie de tes ressources, hein. En plus, c'est ça. En plus, un truc qui te plaît, tu bosses la journée, tu bosses un peu plus tard le soir, tu rebosses quand tu as fini de dîner avec tes enfants et qu'ils sont couchés, tu vas y travailler un petit peu le week-end, et en fait, t'es plus salarié, tu finis par bosser plus que si t'étais salarié. Et ça aussi, c'est quelque chose sur lequel il faut se dire, ok, quelle est la ressource temps et énergie que j'accepte de consacrer à mon projet? Et qu'est-ce que je suis pas prêt à sacrifier à ce projet-là. Ouais. Donc c'est pas qu'une question d'argent, les ressources. Ouais, complètement. À quel moment l'idée de se dire tiens, on va en crowdfunding, on va le faire en crowdfunding devient la bonne idée? Alors je sais toujours pas si c'était la bonne idée. Attends, je vais regarder. On est en plein dedans, hein. Mais ouais, on est en plein dedans pendant qu'on écoute. Tu peux regarder, je crois que de mémoire, on doit être quasiment à 150% de l'objectif qu'on s'était fixé. 145% là, au jour où on enregistre. 217 préventes. C'est ça. Sachant que vous en visiez 150. Ça fait une dizaine de jours à peu près qu'on a lancé la prévente. Et on est parti sur à peu près 35 jours de prévente. Alors, est-ce que c'est une bonne idée? Mais attends, juste 2 secondes, hein, pouf. Tu te rends pas compte le nombre de projets qu'il y a en crowdfunding qui n'atteignent même pas les 10 ou 15% de leur objectif. Ouais, c'est vrai. Tu te dis, est-ce que c'était une bonne idée? Je pense que, vu le résultat, tu vends un truc que les gens achètent. Ouais, et ce qui est intéressant, c'est ce qu'on guettait avec Déborah, c'est le premier achat qui a été fait par quelqu'un qu'on connaît pas. Oui, c'est-à-dire que on a arrosé sur LinkedIn, on a arrosé nos réseaux perso, les proches, la famille, et tout ça, c'est des gens qui globalement sont plutôt bienveillants, mais ça te permet pas de développer une boîte en te disant on va sortir des salaires, être rentable, embaucher du monde, et puis faire grossir le truc. Ce qu'on a vraiment guetté, c'est à quel moment et comment on va aller chercher le client qu'on connaît pas. Parce que c'est lui qui va faire vivre la boîte après. Et c'est ça, quand je te dis, on est à 150%, mais effectivement, faut encore en faire. C'est que globalement, c'est avec les clients que tu connais pas, qui vont constituer tout ce qui est à partir de maintenant, que tu vas faire vivre ton business et qui va devenir rentable. Après, de savoir si c'était une bonne idée, la question, j'y répondrai en fonction de l'objectif qu'on avait. Ouais. C'est que pour nous, il y avait 2 objectifs sur cette prévente.
le premier objectif, c'était d'aller tester le marché et de se dire, quand tu parles de ce truc-là, avant la prévente, les gens te disent, ouais, c'est sympa, j'aime bien, ta mascotte, elle est cool, voilà. Par contre, à un moment donné, il y a des gens qui vont devoir rentrer un numéro de carte bleue et appuyer sur valider pour acheter. Et ça, c'est pas tout à fait la même chose. Et la prévente, ça nous permettait aussi de tester ça. Et la deuxième chose, c'était de voir le volume qu'on était capable de faire from scratch, sans com particulière, parce que ça nous permet aussi derrière d'aller dimensionner mieux le projet et d'aller aussi chercher des subventions, du financement pour développer le projet. Parce que ce dont on se rend souvent pas compte quand on développe quelque chose comme ça, de produits à vendre, contrairement au conseil ou à la prestation intellectuelle, c'est qu'à un moment donné, il faut financer tes stocks et que pour financer tes stocks, à un moment donné, tu as besoin aussi d'avoir un minimum de volume. Et quand tu commandes des produits et que l'industriel te dit, moi, le minimum en volume, le minimum order quantity que je peux faire, c'est 10 000 unités, tu te dis, ah ouais, donc ça veut dire qu'il faut que je finance tout de suite 10 000 unités. Sous combien de temps je vais être capable de les écouler? Donc ça nous permet aussi de tester ça, cette prévente, pour savoir aussi de combien on a besoin de financement, notamment sur la partie stock. Pour tous ceux qui connaissent pas ça, regardez les notions de besoin en fond de roulement, parce que ça peut tuer une boîte. Mais alors ça me rappelle déjà la cosméto me rappelle quelque chose, mais les petites quantités encore plus. Chers éditeurs, vous pourrez aller écouter l'épisode 38 avec Célie Troussard, qui est la PDG d'un laboratoire qui s'appelle le laboratoire Nao. Nao, exactement. Ouais. Et voilà, cette nana est juste incroyable et ils ont leurs propres produits cosmétiques, mais ils créent aussi des petites séries. Et si vous avez envie, un peu à l'image de Jérôme, de créer des produits cosmétiques, vous pouvez aller la voir. Ça lui fera plaisir. Dites-lui que vous venez de ma part, hein, et voilà. Ouais, le laboratoire Nao, c'est un laboratoire qu'on connaissait et qui fait partie des noms très sympas dans le milieu des cosmétiques. Un, parce qu'effectivement ils ont une marque qui est une belle marque, et deux, parce que c'est un labo qui permet aussi à des entrepreneurs de développer leurs produits. Et ça, c'est voilà, c'est comme tu dis, si vous avez ce type de projet, allez les voir, parce que c'est un nom sérieux et une belle boîte. Clairement. Alors là, donc je mettrai tous les liens d'ailleurs vers le crowdfunding qui s'est fait sur KissKissBankBank, enfin qui se fait sur KissKissBankBank. Derrière justement, le next step, c'est quoi? Parce que là vous avez un début de market fit, un début de traction. Comment vous allez transformer ça? Alors l'idée dès le départ, c'était de se dire, le pourquoi on a fait pourquoi on a créé cette boîte, c'était pas pour proposer une activité pour faire son gel douche. On s'est aussi posé la question de pourquoi, en deux mots, on avait envie de faire cette boîte-là avec Déborah. Et je sais que tu es sensible à ce sujet-là, notre why, c'est vraiment de se dire, on veut aider les parents à bien faire grandir leurs enfants. Donc ça veut dire que quand on a dit ça, l'idée derrière, c'est comment est-ce qu'on leur donne les moyens de bien faire grandir leurs enfants. Alors, ça passe d'abord, là, aujourd'hui, par cette activité do it yourself pour faire un gel douche. Mais demain, ça peut passer par une activité do it yourself pour faire un autre produit d'hygiène corporelle. On est en train de réfléchir sur le mois de septembre au lancement de notre deuxième produit. On a commencé à travailler avec un labo sur la formulation. Donc ça, c'est le next step, on va dire, immédiat. Et puis après, on peut imaginer de faire du do-it-yourself sur plein de sujets pour aider les parents à donner les bonnes habitudes à leurs enfants, pour aider les enfants à prendre les bons gestes. Alors, on peut parler d'hygiène corporelle, mais on peut parler de tous les secteurs de la consommation. On peut parler d'alimentaire, on peut parler de textile, on peut parler de plein de sujets sur lesquels on peut avoir un mode d'éducation ou d'apprentissage qui est aussi ludique à travers du do-it-yourself. La tranche d'âge sur laquelle tu te dis ça c'est notre cible, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est des enfants, on va dire que globalement c'est les enfants en primaire, donc
6-10 ans, mais c'est une activité qui est adaptée à des enfants à partir de 4 ans et demi, 5 ans, parce qu'ils ont la motricité suffisamment fine pour faire ce type de mélange. Et puis globalement jusqu'à 12 ans, parce que jusqu'à 12 ans, le produit est adapté à leur peau. Après, on passe plutôt sur des peaux d'ados qui n'ont pas les mêmes problématiques en termes de pH ou des sujets sur l'acné, ce genre de choses. D'accord. Donc on va dire entre 5 et 12 ans, ce sont c'est l'âge auquel on s'adresse. J'ai plein de questions qui me viennent parce que j'étais en train de regarder pendant que tu parlais et que donc je n'écoutais pas, oui. Mais non, si j'ai entendu sur les tranches d'âge parce que vous avez déterminé des packs entre en gros ça va de 19 à 49 euros. Il y a toujours une grande question sur c'est quoi le bon prix, comment on fait pour déterminer le bon prix. Alors comment vous avez fait? Alors nous on a fait de deux façons. D'abord on s'est dit combien ça coûte de faire ce produit-là. Okay. Et en fonction de combien ça coûte, à un moment donné, tu te dis, je peux de toute façon pas le vendre moins cher que le prix que ça coûte, plus de quoi payer au moins de salaire, des locaux, la logistique, etc. Donc, le prix minimum qu'on a défini, c'était le prix de revient avec, voilà, ce qu'on espérait tirer du projet. Et ça c'est le plancher. Le plafond, on peut se dire, il y en a pas, on va bien le marketer, on va faire en sorte que ça soit sympa et puis les enfants voudront l'acheter. Sauf qu'on n'est pas Coca-Cola ou McDo. À un moment donné, les enfants ne connaissent pas, donc c'est pas eux qui vont en mode groupie venir acheter les produits. Donc ça fait partie des questions qu'on a posées à nos parents, qu'on a rencontrés pendant les entretiens préparatoires. Et on a été assez surpris parce que aujourd'hui, on a des prix qui sont un tout petit peu plus élevés que ce qu'on avait imaginé au départ. Ouais. Parce que les gens nous ont dit, et on s'en est rendu compte à ce moment-là, que ce qu'ils allaient acheter, c'était pas un gel douche. Ce qu'ils achetaient, c'était à la fois une activité à faire avec leurs enfants. Et aujourd'hui, quand on veut faire une activité avec des enfants, c'est vrai que souvent, ça passe par le fait de sortir et d'aller quelque part, de payer une entrée, ce genre de choses. Donc, les gens assimilent ça plus à une activité qu'à un gel douche. Ouais. Et puis ça leur permet aussi d'économiser un gel douche parce qu'une fois que l'enfant il l'a fait son gel douche, voilà, il va s'en servir et globalement on est sur des doses qui sont prévues pour tenir à peu près un mois. Donc ça veut dire que comme on est sur un système aussi d'abonnement qu'on propose, on dit aux parents voilà, vous pouvez acheter le premier kit. Dans le premier kit, il y a un certain nombre de choses, notamment la bouteille, le flacon dans lequel ils vont conserver leur gel douche pendant un mois. Et ça, ils l'ont une bonne fois pour toutes. C'est pas la peine d'en renvoyer un tous les mois. Oui. Et ensuite, tous les mois, on renvoie simplement les ingrédients de base. Et les ingrédients de base, on a voulu qu'ils rentrent dans une enveloppe normale. Donc, il y a pas de suremballage en carton pour protéger quoi que ce soit, parce que ça rentre tout dans une enveloppe. C'est écolo. Et puis, c'est surtout que Comment ? C'est écolo en plus. C'est écolo et puis pour moi qui suis papa qui regarde aussi le côté pratique, j'ai pas besoin d'aller le chercher à la poste parce que j'étais pas là quand le facteur est passé, c'est dans ma boîte aux lettres direct. Donc c'est écolo, c'est pratique. L'idée c'est que voilà, tous les mois ça fait cette petite activité à faire. D'où aussi l'intérêt d'avoir des produits qui arrivent régulièrement. Tu parlais des next steps. L'idée c'est aussi que un enfant, il va se lasser quand il va faire le même produit pendant 4 mois, 5 mois, 6 mois. Au bout d'un moment, il va plus vouloir faire son gel douche le mercredi, même si c'est qu'une fois par mois. Donc, l'idée, c'est de lui dire, voilà, le gel douche, il a appris un certain nombre de choses sur pourquoi ça mousse pas, comment on s'en sert. Il y a aussi des petites réactions, il y a des choses qui réagissent ou des substances qui réagissent quand on va les mélanger dans un bol pour faire le gel douche. Quand on va faire le second produit, ça sera des préparations différentes, donc c'est une activité différente. Et puis on va expliquer d'autres sujets aux enfants. Si on imagine par exemple une crème hydratante pour les mains, parce que aujourd'hui, même si c'est la tranche d'âge qui en a pas, c'est une tranche d'âge qui peut en avoir besoin. Sur un produit dentifrice, sur un shampoing, c'est l'occasion dentifrice, ça c'est une super idée, tiens. Ouais, parce que ça aussi, je te confirme que c'est la galère. Oui, non, c'est la galère pour les dents. Voilà. Donc il y a plein d'idées comme ça. Et l'idée, c'est de se dire, voilà, tous les 3 mois, on lance un nouveau produit. Donc, tu parlais de besoin en fond de roulement tout à l'heure, c'est aussi sympa parce que on n'a pas encore lancé le premier produit officiellement sur le site,
qu'on est déjà en train de financer la R&D, la formulation sur le deuxième produit. Donc voilà, il y a aussi ça qu'on doit prendre en compte. C'est tout l'intérêt quand tu as un crowdfunding qui marche aussi. D'où l'intérêt quand tu as un crowdfunding qui marche, effectivement, ça t'aide à aller défendre ton projet auprès de banques ou d'investisseurs privés que tu peux aller chercher, ouais, effectivement. S'il y en a qui nous écoutent et qui se disent mais cette idée elle est géniale, j'ai envie d'y investir, ça fait partie des choses que vous envisagez aujourd'hui ou pas? Alors aujourd'hui, on a besoin d'aller chercher un financement qui sera soit bancaire, soit avec un financement avec dilution. Donc aujourd'hui, on est ouvert aux deux sujets. On a tout juste commencé à les regarder. Donc effectivement, si aujourd'hui il y a des investisseurs qui nous écoutent, voilà, avec grand plaisir, on est parfaitement ouvert pour discuter. Tu m'étonnes. C'est quoi le ticket? 100, 200, 250? Aujourd'hui, on devrait avoir besoin, là, dans les mois qui viennent, de à peu près 250 à 280 000 euros, ouais. C'est ce que j'imaginais en tout cas. Alors moi je me pose une grande question. Alors là aussi c'est rappel aux épisodes précédents de la colle, c'est super bien parce que maintenant je peux faire vraiment des cross références. C'était l'épisode 54 avec Stéphane Donikian qui parlait qui parlait de sa boîte Golem qui fait du software et où il se disait j'ai compris une chose, c'est que il faut aller uniquement vers des marchés qui pèsent au moins $1 milliard. Et donc, ma question est, est-ce que tu penses que vous êtes sur un marché qui pèse $1 milliard? Alors, le sujet, il n'est pas tout à fait le même sur la dimension software et sur, enfin, tout ce qui va être logiciel et application et sur la partie produit physique. Ah, c'est vrai que t'as bossé chez CGI, toi, tu connais ça bien. Ouais. J'ai eu cette partie de ma vie, effectivement, où j'ai fait un peu plus dans la techno. Mais effectivement, une des premières questions qu'on s'est posées, c'est quoi le marché? Parce que si tu dis ton marché, c'est 14 000 consommateurs en France, t'as intérêt à leur vendre cher ton produit pour que ça soit rentable. Aujourd'hui, il y a 4,2 millions d'enfants en primaire. Donc ça veut dire que même si tu touches, on va dire, la première année entre 1 et 5% de ces clients-là, ce qui est déjà pas mal. Ça te fait un marché assez confortable. Ça te fait un marché qui est quand même suffisant pour lancer vraiment une activité. Ça te fait 40 et quelques mille clients la première année. Si tu prends 1% de marché, c'est quand même pas négligeable. Voilà. Avec un vrai intérêt, c'est que ton marché se renouvelle chaque année. C'est ça. Le marché il se renouvelle chaque année. Ça empêche pas quand tu as eu un grand frère qui l'a fait d'avoir aussi envie de le faire. Donc voilà, c'est un marché sur lequel il y a un vrai potentiel à la fois en termes de consommateurs, mais aussi, et c'est le retour qu'on a aujourd'hui, par rapport au produit, parce que le produit il plaît beaucoup à la fois aux parents et aux enfants. On a fait avant le crowdfunding, on a fait 2-3 ateliers avec des bêta-testeurs, des parents qu'on connaissait, des gens de notre entourage et de deuxième cercle. On a fait cet atelier où on leur a dit venez avec votre fils, votre fille, les deux, pour faire cette activité avec nous. Et on s'est rendu compte que à la fois les parents ont trouvé ça sympa et les enfants ont trouvé ça cool. Donc on se dit voilà, il y a un vrai marché, les gens accrochent bien. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, ce crowdfunding, on a dépassé notre objectif. Et je pense que d'ici la fin du crowdfunding, qui doit être de mémoire tout début mars, autour du 4-5 mars, je pense qu'on aura des chiffres qui seront cool quand on est entrepreneur et que ça fait 18 mois qu'on bosse sur un projet. Je veux bien croire. Ça te fait quoi? Ça te fait quoi à toi, justement, de constater ce product market fit? Ça fait du bien quand même, non? Ça fait du bien. Ça fait du bien. Et en même temps, en tant qu'entrepreneur, tu te dis, en même temps, vu ce qu'on y a consacré, vu la méthode qu'on y a mise derrière, vu tout ce qu'on s'est investi, heureusement que ça marche. Et en même temps, non mais c'est ça. Et en même temps, tu te dis, ouais, enfin, comme tu disais tout à l'heure, il y en a qui se lancent et puis ça marche pas. Mais complètement. Donc ouais, c'est cool. Je te parlais tout à l'heure du premier acheteur que tu connais pas, qui achète tes produits. C'est vrai que celui-là, quand on l'a eu, on regarde régulièrement avec Déborah la liste des contributeurs et elle me dit, tiens, tu connais un tel,
Je dis oui, ça c'est quelqu'un, c'est un ex du boulot, c'est quelqu'un de la famille, c'est voilà. Et le jour où je dis non, je connais pas, et toi? Non, je connais pas. Et là tu te dis yes. Ouais, ça y est, ça commence, il y a des gens que tu connais pas, qui ont aucune raison d'acheter ton produit parce que t'es sympa, parce qu'ils te connaissent, parce qu'ils veulent te faire plaisir, qui l'achètent juste parce que ils sont tombés dessus, d'une façon ou d'une autre qu'on essaye aussi de comprendre. Ils ont trouvé ça cool, et ils ont, parce qu'au final c'est ça de vendre un produit, ils ont sorti la carte bleue pour le commander. Parce que ce passage-là, on s'est rendu compte même avec des proches ou de la famille, que tu peux leur parler de ton projet, il a l'air génial. Et puis quand il faut acheter le produit, bien sûr, ça devient plus compliqué. Donc c'est qu'à un moment donné, quand les gens ne vont pas l'acheter, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Dans le prix, dans la conception, dans la façon dont tu le vends peut-être. Donc voilà. Dans le premier client que tu connais pas, c'est le moment où tu dis ouais, c'est cool. Ça commence à tourner, ouais. C'est cool. Tu m'étonnes. Et justement derrière, après, comment vous voyez en termes de distribution, parce que ça c'est un challenge aussi. C'est quoi les canaux ou le canal que vous allez peut-être y aller de manière incrémentale d'ailleurs. Pour l'instant, on est parti plutôt sur du digital pur. Ouais. Pour une raison très simple, c'est que comme on est sur un kit avec de l'abonnement, on a besoin à un moment donné de maîtriser le canal de distribution pour pouvoir gérer l'abonnement. C'est-à-dire que si quelqu'un va acheter ton kit en magasin, t'as pas moyen de récupérer ses coordonnées, de lui proposer de l'abonnement, de savoir ce qu'il veut comme abonnement en termes de durée, de savoir où est-ce que tu peux le livrer. Donc c'est assez complexe à gérer. Alors que sur le site, à partir du moment où la personne commande son kit, elle peut le faire même, c'est l'idée pour que ça soit le plus simple pour eux, directement avec une connexion PayPal, Google Pay, Apple Pay. C'est hyper simple pour la personne de commander son produit, de choisir son abonnement, et il n'y a pas toute cette phase de mettre les coordonnées, de mettre l'adresse, etc. Donc au départ, on est plutôt parti sur du digital, et il se trouve que par sérendipité, t'en parlais tout à l'heure, on a eu quelques contacts sur le retail, où on se pose la question aujourd'hui de savoir si on n'essaye pas de combiner les deux réseaux de distribution. Et il se trouve aussi que chez KissKiss, quand on a fait le crowdfunding avec eux, ils ont un partenariat avec Naturalia. Et que tu vois, j'allais dire ça, Naturalia ou Nature et Découverte. On est sur des Naturalia, sur des Nature et Découverte, sur des Cultura qui sont sur la même idée de ludo-éducatif grand public. Et il se trouve qu'ils sélectionnent régulièrement quelques projets et qu'on fait partie des projets, mais je crois que c'est pas encore officiel, qui sont en cours d'étude. Donc voilà. Dans tout ce que j'ai fait, ça fit, tu parlais de product market fit, mais là il y a le retail fit. Votre offre, elle fit avec ça. Elle fit avec ça, et à un moment donné, dans beaucoup de choix que j'ai fait dans mon évolution, c'est le cas de Déborah aussi. Je crois qu'il y a des opportunités, il y a des rencontres, il y a des trucs que tu n'avais pas prévus, et où à un moment donné tu dis mais pourquoi pas. Et quand j'ai lancé mon activité de coaching, je m'imaginais pas 4-5 ans plus tard faire des cosmétiques ou faire des activités de do it yourself. C'est juste improbable parce que c'était pas du tout mon milieu. Mais voilà, tu fais des rencontres, il y a des projets qui te donnent envie et tu le fais. Et voilà, le retail, ça peut être aussi sans forcément avoir été le chercher, ça peut être une solution de distribution. Après, encore une fois, ça rajoute plein de sujets sur la gestion des abonnements, sur la gestion des codes barres sur ton produit, parce que autant quand tu le vends sur le digital, t'as pas besoin de code barre pour ton prix, alors que t'en as besoin quand tu passes en retail. Donc ça pose aussi un sujet d'emballage, d'étiquetage, voilà. Donc c'est plein de sujets comme ça. Et tu reviens sur les problématiques de besoin en fonds de roulement, parce que quand le retail commence à commander, il faut le financer. La bonne nouvelle, c'est que c'est souvent des grosses commandes. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est souvent des gros volumes. Donc, il faut arriver à financer ces volumes en amont. Voilà.
Alors là aussi, je sais pas si où vous en êtes, etc. Mais je recommande la plateforme Odoo pour un ERP, tu vois, du style startup qui va gérer les codes barres, le site web de vente en ligne, les abonnements, tout le bordel avec la compta derrière, etc., etc. Super épisode. J'adore. Je fais ma pub en même temps. Épisode 52 de la colle avec le PDG fondateur d'Odoo. C'est un truc juste génial. Et tu connais tes épisodes par cœur? Non, en fait, je suis en train de regarder en même temps. D'accord. En même temps que je te parle, c'est pour ça. Ouais, non, je pense qu'il y a un vrai, il y a un vrai quelque chose. Il y a des vrais effets, des vrais effets de levier. C'est quoi, selon toi, les écueils que vous identifiez aujourd'hui? Les écueils, alors. C'est l'écueil auquel pense tout entrepreneur et dont je pense que le meilleur conseil que je puisse donner, c'est qu'il faut s'en débarrasser. Le premier écueil, c'est de se faire, entre guillemets, piquer l'idée. Ouais. Mais globalement, j'ai discuté avec plein d'entrepreneurs quand j'étais moins avancé dans mon projet, et ils disent souvent, ouais, j'ai une super idée, mais je peux pas trop en parler parce que on va me piquer l'idée, j'ai pas envie qu'il y ait quelqu'un qui s'y mette avant, etc. Je crois que globalement, si quelqu'un s'y met avant, c'est que c'était une bonne idée et c'est que probablement il y a de la place pour deux. Ouais. Donc ça, c'est pas forcément un écueil. On y a pensé au début, on s'est dit comment on fait pour protéger le projet, pour pas se le faire piquer, etc. Et au final, tu te dis de toute façon, si un L'Oréal veut développer ça en 3 semaines ou en 3 mois, il le fera. Donc à partir du moment où ton projet, t'as envie d'en parler, t'as envie de le vendre, il faut que tu commences à en parler. La plupart des projets n'ont pas des barrières à l'entrée insurmontables pour des sociétés installées, même pas forcément des mastodontes. Et après, moi, c'est ma position très personnelle, hein, qui est de dire ton idée, il y a déjà 12 personnes qui l'ont eue. Il y en a 50 qui l'auront après toi. La différence va se faire sur l'exécution et la qualité d'exécution que tu vas y mettre. En plus de ça, alors ça c'est là encore, mais plus un constat, c'est que c'est très bien, comme tu le disais, c'est très bien que quelqu'un ait cette idée en même temps que toi, parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a peut-être un marché en effet. Et puis moi je me souviens toujours d'un truc, tu vois, là on est sur Google Chrome en train d'enregistrer. Avant Google, le premier c'était Yahoo. Voilà. Ouais. Et il y a pas la prime au premier, je suis pas persuadé qu'elle soit toujours non, pas forcément. Et tu parles de l'exécution, c'est un vrai sujet, je crois, pour les entrepreneurs. C'est que avoir une bonne idée, je pense qu'on peut tous avoir une bonne idée à un moment donné. Et je pense qu'on a tous eu des bonnes idées qui peuvent se vendre. Par contre, c'est vrai que au quotidien, c'est très compliqué parce que tu finis par du très opérationnel ou t'es dans du très opérationnel, mais c'est ça qui fait que ton projet il marche. C'est quoi? Je vais dire un truc que j'ai dit à pas grand monde. Dans les années fin des années 90-2000, j'ai pitché l'idée dans une école de commerce d'un truc qui ressemblait vachement à Facebook. Il y en a un qui s'appelle Marc qui l'a fait. Ouais. Et c'est toute la différence. Tu vois, c'est vraiment toute la différence. Parce que à cette époque-là, dans le momentum, sur la techno, etc. Ouais, c'est des trucs qui commençaient à bruisser. Sauf que, voilà. Et 2 salles, 2 ambiances, on va dire. Et donc l'exécution a tout fait toute la différence. Si t'as gardé tes slides, le marché européen va peut-être se libérer, paraît-il. Ouais, il paraît, ouais, c'est vrai. Il paraît que Facebook veut sortir du marché européen. Même si j'ai quand même un gros doute que Marc aille se couper un bras et la moitié. Je sais plus, c'est 20 ou 25% de ses revenus, donc je suis pas persuadé non plus. Ok, juste pour alors finalement, parce que là on a fait un bon tour autour de Do It Yourself. Ouais. Alors c'est Doudou D-O-O-D-O-O. Hein, ouais, c'est ça. Vous l'aurez. Si on peut revenir 2 secondes sur le marketing d'influence. Oui. Qu'est-ce que tu as découvert toi en arrivant dans ce milieu-là? Alors, j'ai découvert le secteur des cosmétiques, que je connaissais pas du tout
qui est un secteur absolument passionnant, avec des gros mastodontes. Je parlais tout à l'heure de L'Oréal, mais il y en a quelques-uns. Et puis des marques plus modestes ou des groupes familiaux qui sont aussi super intéressants dans leur évolution et dans la façon dont ils se positionnent. Et puis ce que j'ai découvert aussi, c'est le milieu de l'influence et ce que ça représentait. Et de l'extérieur, en fait, c'est vrai que aujourd'hui, quand on parle d'influenceurs, on parle à des gens qui sont issus de télé-réalité, qui affichent 4 produits par jour dans leur story ou sur leur fil, et donc globalement, tout le monde se moque un peu. Alors que le marketing d'influence, c'est pas comme ça que je le résumerai. Le marketing d'influence, il a commencé globalement dans les années 40, 50, quand nos mamies ou nos arrière-mamies allaient chez le coiffeur, qu'elles sortaient contentes de chez le coiffeur et qu'elles disaient à leur voisine, tu devrais aller chez le coiffeur machin parce qu'il est sympa. Le marketing d'influence, ça n'est ni plus ni moins que Madame Michu qui dit à sa voisine ou à sa cousine que le coiffeur chez lequel elle a été est vachement bien. Sauf qu'aujourd'hui, elle le fait sur Instagram, elle le fait sur des réseaux sociaux, elle le fait avec YouTube, mais le principe, c'est le même. Le marketing d'influence, c'est de la recommandation sociale augmentée de la puissance des réseaux sociaux aujourd'hui. Ouais. Ce que dit Gary Vaynerchuk, qui est mon idole, c'est que effectivement, c'est du bouche à oreille sous stéroïdes. C'est ça. Et le bouche à oreille, le bruit fait le tour du monde en quelques heures, quelques jours. Mais le principe est le même. C'est qu'à un moment donné, t'as des gens qui sont, moi je l'ai vu sur les cosmétiques. Il y a différentes typologies d'influenceurs. T'as les gros influenceurs de type égérie qui sont connus parce que ce sont des mannequins, des acteurs, des gens du monde de la culture, des arts. Et eux, effectivement, qui vont arriver à incarner une marque. Après, tu as des gens qui sont plutôt des très gros influenceurs parce que ce sont des gens qui ont une légitimité particulière parce qu'ils ont été à un moment donné formulateurs, qui connaissent le monde de la cosmétique, qui connaissent les codes de la cosmétique et qui, eux, vont avoir une grosse communauté qui les suit parce que quand ils disent quelque chose, ils ont une vraie crédibilité ou une vraie légitimité. Ça, c'est des gens qui peuvent avoir plusieurs centaines, plusieurs milliers ou plusieurs millions de followers. Et puis après, il y a à côté de ça la micro-influence où ce sont des Madame Michu qui, sur leur Instagram, avec 3000, 4000, 10 000 followers, vont parler d'un produit, vont parler d'une sortie, vont parler d'un resto, et qui ont cette capacité d'influence, entre guillemets, que je préfère appeler cette capacité de recommandation sociale, de dire « j'ai découvert ce truc-là, c'est cool, j'aime bien », et qui ont des gens qui leur ressemblent autour. Oui. Et donc les gens qui leur ressemblent vont finalement avoir à peu près les mêmes goûts, les mêmes envies, les mêmes budgets aussi, les mêmes réactions d'achat ou comportement de consommation. Donc il y a ce phénomène de recommandation sociale. Et ça, c'est quelque chose effectivement que je connaissais absolument pas quand je travaillais dans le monde que ce soit du conseil ou du coaching. Voilà. Et est-ce qu'à un moment ou un autre, vous vous êtes dit, parce que j'ai bien compris l'idée, ok, pour le crowdfunding, on tape d'abord notre base proche, on va dire, et on va essayer d'étendre. Est-ce que vous êtes dit que vous essayeriez, difficile à dire, justement d'utiliser ces leviers, peut-être des micro-influenceurs, etc. Alors oui, parce que c'est un produit qui s'y prête parfaitement. On a déjà commencé à travailler avec quelques influenceurs à qui on commence à faire tester le produit, le concept, puisqu'on a déjà quelques produits, quelques maquettes aujourd'hui. Et l'idée, c'est effectivement, alors le marketing d'influence, quand on le vend en agence, c'est très compliqué parce que les clients viennent nous voir en nous disant je veux faire de l'influence pour vendre mes produits. Et pensent que parce qu'ils font du marketing d'influence, ils vont vendre leurs produits. Ouais. Le plus compliqué, en fait, on s'en rend compte quand on est en agence et encore plus quand on est une marque, c'est d'aller trouver les bonnes personnes, les bons relais, les personnes qui vont avoir une communauté qui est adaptée à la fois aux produits, en termes de déjà est-ce que ce sont des gens qui ont des enfants, des influenceurs qui ont des enfants ou pas du même âge, est-ce que ce sont des gens qui sont attirés par les produits naturels, par le côté ludo-éducatif. Et donc,
l'idée c'est pas d'avoir des gros influenceurs forcément pour faire parler du produit, c'est d'avoir des gens qui ressemblent à nos acheteurs. Et c'est plutôt là-dessus que nous on va travailler avec des influenceurs qui sont un peu plus modestes, souvent des gens qui demandent pas forcément de rémunération parce qu'on les laisse aussi complètement libres de leur production. Donc il y en a certains à qui on dit voilà, on aimerait parler du projet, à qui on pitch le projet comme si c'était un banquier ou un investisseur et qui nous disent ah ben moi j'aime bien ou moi j'aime pas. Quand moi j'aime pas, ben ok c'est fait, on peut pas, le projet peut pas plaire à tout le monde. Puis quand il y a des gens qui nous disent ah ben moi j'aime bien, j'ai envie d'en parler, voilà, là on commence à leur dire bah il y a pas de souci, qu'est-ce que tu veux dire, comment tu veux le faire, et à un moment donné il faut arriver à trouver le juste milieu entre je laisse toute latitude à un influenceur pour parler du projet comme il veut, et effectivement dans ce cas-là il va pas aller nous demander de rémunération, ou alors pour des influenceurs souvent qui sont un petit peu plus gros, de leur dire voilà on aimerait que la publication par exemple elle sorte plutôt à telle période, en début de crowdfunding, au milieu, plutôt à la fin. Donc c'est des gens qui vont aussi faire l'effort d'intégrer ça dans leur planning éditorial. Souvent, quand les marques pensent influenceurs, c'est juste des meufs qui postent sur Insta, quoi. Globalement, c'est la caricature de l'influenceur. Donc, les marques comprennent pas que un créateur de contenu, parce que je préfère les appeler aussi comme ça, poste pas un truc dans la semaine parce qu'on lui demande de poster un truc dans la semaine. Ils ont un certain nombre d'engagements parfois avec d'autres marques qui font qu'ils peuvent pas poster 10 produits tous les jours et qu'il y a un peu de délai forcément. Là où tu as raison, et oui, je pense qu'il faut y faire attention, effectivement, quand on va là-dessus, c'est le fit, justement, alors ce sera le terme du jour, hein, le fit entre ta cible et la communauté de ton influenceur. Et typiquement, enfin, je sais plus, il doit y avoir un procès derrière là, avec Nabila qui vendait des produits financiers ou des trucs, des conseils autour du Bitcoin, etc. Enfin, voilà, tu vois, là il y avait pas forcément de fit, quoi. Et alors là, tu vois, par exemple, je suis pas complètement d'accord, parce que la société qui voulait vendre ces produits-là vendait des produits qui étaient très risqués et voulait les faire passer pour des produits simples d'utilisation auprès d'une clientèle qui se posait pas beaucoup de questions. Et globalement, je pense que Nabila, pour avoir une communauté qui se pose pas beaucoup de questions sur la complexité des produits financiers, elle était plutôt parfaite. Il y a rien de il y a rien de péjoratif. Non. D'un point de vue marketing, c'était peut-être un bon coup. Voilà. Après, c'est vrai que pour la pérennisation de ta clientèle, c'est plus compliqué. Et se créer soi-même une communauté et être dans une symbiose de communauté. Voilà. Là, on n'est pas tout à fait sur ce sujet-là. Voilà, c'est sur la pérennisation de ta marque, de ton produit, de ta communauté. Mais ce sera intéressant d'ailleurs de regarder. Et je pense que c'est un des challenges que vous avez identifié, c'est ces fameux early adopters. Adopters d'ailleurs, parce qu'ils sont plusieurs. Comment est-ce que vous allez faire pour en faire vos ambassadeurs? Vous avez prévu des plans machiavéliques pour les garder auprès de vous, pour qu'ils grandissent avec vous? Alors, un entrepreneur, il a forcément des plans machiavéliques pour aller chercher des clients. Et le pire, c'est qu'il a des plans encore plus machiavéliques pour les fidéliser. Les early adopters, c'est une cible qui est importante parce que au départ, c'est eux qui vont donner aux autres envie d'acheter. L'image que j'aime bien, elle est très simple, c'est que quand tu passes à Orléans devant une série de restos dans la rue, c'est que si t'as des restos vides, c'est pas ceux vers qui tu vas te diriger. Donc les early adopters, ils sont là pour remplir un peu, c'est les premiers clients qui vont remplir ton restaurant et qui vont donner aux autres envie de rentrer dans le restaurant parce que ça a l'air sympa. Par contre, ces early adopters, c'est pas ceux qui vont t'aider à vivre de ton projet, parce que quand ils auront découvert Doudou et qu'ils auront acheté leur kit Doudou, ils vont pas forcément se réabonner pour 2 ans, ils vont aller chercher autre chose, de nouveau, qu'ils connaissent pas, que personne connaît, parce qu'ils sont dans une logique de découverte. Oui. Ce sont des profils découvreurs, effectivement, un peu aventuriers. Exactement. Et c'est des gens qui vont probablement pas s'attacher à ta marque dans le temps. Par contre, c'est ceux qui te permettent de lancer une image, de lancer un mouvement. Et après, ça permet d'aller chercher des gens que eux,
tu vas plutôt aller fidéliser. Donc c'est deux approches qui sont assez différentes. Ok, parfait. Bah, écoute, c'est super intéressant tout ça, et en plus de ça, on sent qu'il y a un vrai, il y a un vrai truc, il y a une vraie traction. Donc là, c'est encore plus intéressant. Faudra vraiment qu'on se refasse un épisode, mais tu vois, d'ici un an, faire un point, regarder comment tout ça a évolué. Sur le scale-up, sur les 2 prochains produits, sur ouais, exactement. l'embauche, voilà. Non, mais après je vais te vendre une série de podcasts, tu vas voir. on va te faire un truc. Derrière, justement, alors on mettra les liens vers KissKissBankBank, donc pour le crowdfunding, pour aller acheter vos premiers kits de Do It Yourself. S'il y en a qui veulent te contacter pour investir, pour en savoir plus, etc. C'est quoi le bon média? Alors moi je suis très LinkedIn avec les gens souvent que je connais pas. Voilà, LinkedIn pour moi c'est un bon réseau sur lequel on peut me contacter. Je suis connecté quasiment toute la journée, donc voilà. Ok, c'est noté. LinkedIn. Alors, Jérôme, comme tous les autres, tu n'y couperas pas. Voici les 7 dernières questions. Quel est ton mot préféré? Alors ça sera merci et bravo. Pour moi, les deux vont ensemble. Merci et bravo. D'accord. Parce que tu aimes bien les dire ou les entendre? Alors, j'aime bien à la fois les dire et les entendre. Merci, j'aime bien dire merci parce que ça montre aux gens qu'ils ont fait quelque chose qui était utile et que toi, tu n'as pas fait. Et bravo parce que ça leur montre aussi qu'ils l'ont fait et que ils peuvent être contents du résultat et de ce que ça a produit. C'est pour ça que pour moi, c'est quasiment le même mot, c'est merci et bravo. Ok. Quel est le mot que tu détestes? Il faut. Je trouve que c'est l'expression par excellence quand t'es entrepreneur qui me file des boutons parce que il faut, ouais, il faut. Mais derrière, tu parlais d'exécution, il y a une différence entre il faut et voilà comment on va le faire parce que c'est important de le faire. Ouais, et puis il y a tous les yaka faucons, tu sais. Ouais, c'est du même ordre. Exactement ça. Le son ou le bruit que tu aimes? Alors, c'est le bruit de la mer. J'ai la chance partager ma vie entre Paris et une petite ville côtière du Var. Wow. Et j'avoue que la mer, c'est quand même... on a beaucoup de vent dans le Var. Voilà, comme tu dis. Et le bruit de la mer, quand il y a du vent, c'est cool. Ouais, je veux bien croire. Le son ou le bruit que tu détestes? Alors ça, c'est plutôt un bruit parisien, c'est le klaxon des voitures. Ouais, grand classique... celui qui trouve la solution à ça, là aussi, il y a un business. Ton juron, gros mot ou blasphème favori? Putain! Parce que ça peut vouloir dire plein de choses chez moi. Je suis énervé, c'est putain. Ça peut me servir aussi, parce que ça c'est mon petit côté du Sud, ça peut me servir de ponctuation dans une phrase, comme les Marseillais. Ça devient plus un gros mot, tu vois. C'est un bouche-trou que tu mets en début ou en fin de phrase. Mais putain, ouais. Puis il peut y avoir un côté eureka aussi dans le putain. Aussi, ouais. La citation que tu aurais aimé avoir prononcée. Alors, c'est le plus difficile, c'est de se décider à agir. Le reste, ça n'est que de la ténacité. Et je crois que quand t'es entrepreneur, ça a un vrai sens. Ouais. Tu as hésité, toi, justement? Ouais. Ouais, parce que à un moment donné, quand tu lances ta boîte, tu sais que tu fais... Déjà, quand j'ai arrêté le salariat, tu sais que tu fais une croix sur plein de trucs. Tu sais que tu fais une croix sur ton compte en banque qui est remis à flot tous les mois, en début ou en fin de mois. Tu sais que tu fais une croix sur un certain rythme, une certaine régularité. C'est un truc con, mais quand tu te lances en tant qu'entrepreneur, tu sais que pour le reste de ta vie, globalement, ça va être très, très, très compliqué d'emprunter quoi que ce soit pour acheter ta baraque, une résidence secondaire, un truc locatif, que ce soit. Je sais. Voilà. À un moment donné, c'est tu fais une croix sur plein de choses, et puis à partir du moment où tu as décidé que tu le faisais, tu le fais. T'y vas, tu rentres dedans parce que de toute façon, t'as pas le choix. Une fois que tu as pris la décision, faut arriver à la concrétiser. Voilà. Mais c'est très bien que tu dis ça parce que il y a
Il y a un épisode qui va arriver un petit peu plus tard, justement, sur la vision un peu héroïque de l'entrepreneur, etc. Ouais, super, bien sûr. Par devant, je te rattrape, parce que... c'est ça. Si ça marche, je te couvre. Ouais, c'est ça. Il y a plein de trucs, effectivement, très excitants. Il y a pas mal de choses qui changent, et c'est... alors, c'est pas négatif dans la manière dont je vais le dire, mais effectivement, le fait d'avoir un salaire qui tombe tous les mois ou pas, ça change complètement ta vision déjà de tes finances, de toutes tes dépenses, de ta vie de manière générale, et ça c'est un comment dire, une transformation, surtout quand tu passes d'un état à l'autre, je veux dire, qu'il faut savoir appréhender. Et pour tous les wannabe entrepreneurs qui nous écoutent, voilà, faut bien le préparer, faut s'y préparer aussi psychologiquement, je pense, parce que ça peut... Ouais, s'y préparer psychologiquement et s'y préparer à deux. Moi, je sais que ça a été un gros... si j'avais à reprendre cette décision, je pense que probablement ça serait quelque chose que je discuterais plus avec mon épouse, parce que on en a parlé, mais peut-être pas suffisamment à ce moment-là, à la fois parce que j'étais pas forcément conscient de ce que ça pouvait engendrer de se mettre à son compte, et puis parce que c'était peut-être aussi une nécessité vitale pour moi. Donc c'est pas qu'il y avait pas de décision, mais c'est que voilà, pour moi la décision était quasiment prise quand je l'ai fait. Mais c'est une décision qui est c'est un parcours solitaire, et c'est pour ça qu'il faut prendre la décision pas tout seul et arriver à être accompagné par souvent c'est dans le couple, donc par sa femme, par son mari, par son compagnon, par la personne avec qui on vit, parce que c'est pas évident à prendre comme décision, et c'est très lourd, c'est très impactant. Ouais. Et ça peut être très lourd au jour le jour, parce que ouais. Celui qui partage ta vie, celui ou celle qui partage ta vie, partage aussi tes nuits blanches de temps en temps. Voilà. Si Dieu existe, qu'aimerais-tu après ta mort l'entendre te dire? Alors un truc que je prononce souvent et qui est un très très joli compliment dans ma bouche, pas mal. On m'a beaucoup reproché, mignon. Tu sais, tout à l'heure je disais que mes mots préférés c'était merci et bravo. C'est vrai que j'ai mis longtemps à apprendre à dire merci et bravo. Et quand j'étais dans le conseil, quand j'étais manager, j'ai eu la chance de participer à notre université interne dans la boîte où j'étais, dans le cabinet où j'étais. Et dans cette université interne, voilà, je faisais de la formation pour nos jeunes. Et il était de notoriété publique que quand à la fin d'une présentation, je disais pas mal, ça voulait dire ouais, franchement, c'est très bien. Donc si j'arrivais là-haut et que voilà, ils me regardaient en me disant pas mal, je trouverais que c'était pas mal, ouais. Ok, génial. J'aime beaucoup. Jérôme, encore merci du temps que tu nous as consacré. On souhaite longue vie à Do It Yourself. En plus, ça sonne bien. Donc voilà, je suis persuadé que ça va cartonner. Un grand merci. Et puis comme dit, on se tient au jus et on se fait un point d'ici un an et demi pour voir comment tout ça a évolué. Ok. Avec plaisir. Merci beaucoup à toi Pierre aussi pour ce podcast. Je les ai pas tous écoutés tout en entier. Je connais pas tous les numéros, mais franchement il y a des gens très cool qui sont passés, et il y a des choses qu'on entend qui sont bonnes à entendre de temps en temps. Donc voilà, pour un entrepreneur, ça fait partie des choses qu'on aime bien écouter pour avoir le bon mindset. Ouais, je trouve ça pas mal en effet. C'est pas mal. Allez, bye bye Jérôme. Salut Pierre, merci. Bravo, vous avez tenu jusque-là. Merci de votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le sur les réseaux sociaux, allez mettre 5 étoiles et des commentaires sur les plateformes de podcast. Abonnez-vous à notre newsletter. Et dans tous les cas, à très bientôt pour un prochain épisode de La Colle. Et n'oubliez pas, tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais.